Alors, dans cette séquence Mobile Business, je vous l'ai dit, on va parler du RGPD, de Fuchsia, de Snapchat notamment, avec Jérôme Bouteiller. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Écran Mobile, spécialiste du marketing mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. On revient d'abord cette semaine sur ce 3e anniversaire de la mise en place du règlement européen sur la protection des données. C'est un règlement général qui, selon vous, aurait raté son objectif ? Oui, alors effectivement, on a célébré ce mardi les 3 ans du RGPD, le Règlement général pour la protection des données, un texte entré en vigueur le 25 mai 2018 et qui faisait lui-même écho aux 40 ans de la loi informatique et liberté de 1978 et qui avait notamment permis la création de la CNIL. Alors on le sait, c'est un texte qui encadre strictement la collecte et l'exploitation des données personnelles. C'est un texte à portée européenne et c'est un texte qui a considérablement durci les sanctions, mais c'est aussi un texte qui a profondément redéfini la notion même de données personnelles et ce qui a considérablement compliqué le travail des professionnels du marketing mobile ces dernières années. Par exemple ? Alors, pendant longtemps, dans le marketing, on opposait les données nominatives, comme un nom, un numéro de téléphone, un email, avec des données non nominatives et qui nécessitaient un retraitement informatique. Mais avec le RGPD, toutes les données électroniques deviennent désormais de facto des données personnelles. Alors, des noms, des numéros de téléphone, évidemment, mais également des données techniques, on va appeler ça des métadonnées, qui vont permettre d'individualiser des internautes ou des mobinautes sur un même réseau. Si on prend par exemple le niveau de votre batterie de votre smartphone, vous auriez tendance à penser que ce n'est pas une donnée personnelle. Et pourtant, il est unique et il va vous permettre au sein d'un même réseau de vous individualiser. Et donc, de facto, ça devient également une donnée personnelle. Et ce texte, il est également très attentif aux données de géolocalisation. Alors oui, la CNIL a même qualifié les données de géolocalisation de données hautement intrusives, alors que je crois que cette notion n'existe pas dans le RGPD. Il faut savoir que lorsque la police mène une enquête, elle a besoin normalement d'au moins 3 points de localisation pour retrouver un individu. Mais la CNIL, elle a considéré que toute donnée de localisation devenait une donnée personnelle et qu'elles étaient évidemment soumises au consentement. Et tant pis si cette donnée de localisation est le code postal d'un arrondissement parisien de 200 000 personnes, qui n'a évidemment rien de personnel et qui ne permettrait à personne, ni même à la police, d'identifier un individu. Bon, il a aussi durci les règles du consentement, ce RGPD. Oui, alors il faut savoir que le RGPD prévoit en réalité 7 cadres de traitement des données personnelles. Alors on peut citer le contrat, l'intérêt public, l'intérêt légitime, l'intérêt vital ou encore l'anonymisation. Mais la CNIL a décidé que le principal cadre de gestion de ces données personnelles serait le consentement. Et ça explique pourquoi, depuis quelques années, on observe une multiplication des CMP, ces Consent Management Platform, pour obtenir donc votre accord pour gérer ces données, rendant du coup la navigation sur le web presque aussi plus pénible même qu'avec la publicité. Et puisqu'il faut des cookies pour mémoriser vos préférences, si vous refusez de répondre, on est obligé de vous resoumettre en permanence ces nouvelles boîtes de consentement, ce qui devient parfois un petit peu absurde. Alors, c'est ce qui vous fait dire que pour certains, ce 3e anniversaire du règlement a un goût amer et que la CNIL aurait raté son objectif. Effectivement, quand on y repense au début du RGPD, la CNIL entendait généraliser la notion de privacy by default. Mais en fait, en fragilisant ce web ouvert, elle a fait le jeu des environnements fermés, des environnements logués, qui étaient ceux des GAFA. Donc on n'a pas eu un privacy by default, on a plutôt eu un login by default. Autre échec, selon moi, le RGPD entendait rééquilibrer un petit peu la relation entre les startups européennes et les géants américains ou désormais chinois du numérique. Malheureusement, ce texte a provoqué la faillite de pas mal d'acteurs, notamment des startups de la géolocalisation. Elle a fragilisé plutôt nos champions européens. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est une contre-performance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les géants américains ou chinois, c'est 70% des revenus de la publicité digitale et jusqu'à 90% sur le mobile. Donc non, il n'y a pas eu rééquilibrage. Et puis voilà, c'est un texte qui globalement a beaucoup perturbé le secteur. Les gens n'osent pas critiquer la CNIL. Les hommes politiques ont été aux abonnés absents. Et je trouve que pour des gens qui rêvaient que la France devienne une start-up nation, on a plutôt obtenu finalement une DPO nation. Bon, voilà un point de vue très clair, Jérôme. Alors, on va passer aux autres actus du secteur. On a Huawei notamment qui investit dans ses propres technologies. Oui, alors que son ancienne filiale Honor, revendue en novembre dernier, devrait récupérer les services Google qui pourront donc équiper sa prochaine génération de smartphones. Huawei persiste dans une autre stratégie qui va du coup faire le deuil des technologies américaines. Et il devrait dévoiler le 2 juin prochain
son propre système d'exploitation, Harmony OS, qui devrait non seulement équiper la nouvelle génération de smartphones Huawei, mais probablement également d'autres smartphones chinois. Donc une volonté d'indépendance dans le logiciel en raison des sanctions votées par la présidence Donald Trump l'année dernière. Et parallèlement à ces développements dans le logiciel, Huawei investit également, on le sait, dans les processeurs, et c'est sa filiale HiSilicon qui jusqu'à présent faisait des processeurs basés sur l'architecture ARM, également sanctionnée par l'administration américaine, qui a dévoilé ces derniers jours un nouveau SoC, System on a Chip, basé sur une architecture RISC-V, qui elle est apparemment open source et qui ne serait pas soumise aux sanctions américaines. Donc on peut anticiper effectivement dans le futur un Huawei 100% souverain avec des logiciels et des processeurs indépendants des technologies américaines. Vous voyez la contrainte, ça peut rendre créatif. Tout à fait. Alors on a aussi Google, ça y est, qui a lancé donc un nouveau système d'exploitation. C'est pas juste une version d'Android là dont on parle, c'est vraiment un OS. Oui, ça fait plusieurs années dont on entend parler. Ça s'appelait Andromeda, ça s'est ensuite appelé Fuchsia. Et effectivement, ils ont très discrètement procédé à une mise à jour sur un produit qui n'est pas très populaire. C'est le Google Nest Hub, un assistant vocal avec écran et qui était jusqu'à présent équipé d'un petit logiciel qui s'appelait CoreOS. Et ils l'ont remplacé sur certains modèles par Fuchsia OS, donc un nouvel OS qui est différent de Chrome OS, qui est différent d'Android parce qu'il n'est pas basé sur le noyau Linux. Il est basé sur un nouveau noyau conçu par les équipes de Google qui s'appelle Zircon et qui est apparemment plus performant, notamment pour les applications en temps réel. Et il est d'ailleurs probable, même si Google pour l'instant n'a rien dit de tel, que Google s'appuie sur Fuchsia pour unifier son écosystème logiciel, qui donc du coup compte désormais 3 OS différents. Et il invite d'ailleurs déjà les développeurs à exploiter Flutter, qui est un langage de développement qui permet de faire des applications pour Android, pour Chrome OS et pour Fuchsia. Ça, ce sera à suivre de près, effectivement. On a Snapchat aussi dans l'actu qui a dévoilé sa nouvelle génération de lunettes de réalité augmentée. Effectivement, Snapchat a profité du Partner Summit pour dévoiler la 4e génération de ses spectacles. Alors on sait que Snap a investi depuis quelques années dans les lunettes connectées avec notamment des petites caméras. Et cette 4e génération, c'est la première à être compatible avec la réalité augmentée puisque le verre est équipé d'un petit système holographique pour voir... Parce que les premières lunettes spectacle aussi permettaient de... Alors c'était surtout des petites caméras pour partager... Oui, c'était surtout des caméras. Oui, on faisait des vidéos sur les réseaux sociaux. Là, cette fois-ci... On va vraiment voir s'afficher des infos. Non seulement deux caméras, elles ont un système du son, mais elles ont un système effectivement dans son champ de vision holographique, comme un HoloLens de Microsoft, mais en plus compact. Et on va pouvoir effectivement expérimenter la réalité augmentée et les lens, les filtres de réalité augmentée de Snapchat. Alors c'est un modèle dont je crois le prix est encore assez élevé. L'autonomie n'est que de 30 minutes, mais il va s'adresser dans un premier temps aux développeurs qui vont du coup pouvoir concevoir des applications de réalité augmentée pour le grand public. Et on espère que ces technologies vont se démocratiser dans les prochaines années. Il y a aussi des rumeurs du côté d'Apple, peut-être dans quelques jours lors de la WWDC, il y aura peut-être aussi également un modèle à destination, dans un premier temps, des développeurs. Donc on verra a priori pas ces spectacles sur la plage cet été. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller pour ce point de vue sur le RGPD et également ces actus du mobile que vous partagez avec nous toutes les semaines. À suivre, c'est l'heure de notre talk, on va parler du futur de l'agriculture.